Bon midi à tous. Nous sommes lundi 9 septembre, midi 3. Encore une fois, très heureux de vous retrouver pour ce 173e lunch Facebook en votre compagnie. Je co-anime ce midi. J'ai toujours le privilège, toujours le fun de retrouver Jean-Philippe Claude. Jean-Philippe, comment vas-tu? Whoop. On t'entend pas. Moi, je t'entends pas. Oui, c'est ma faute. Je disais que le plaisir est partagé, Jean-Pierre, avant que l'ordinateur me coupe. Puis écoute, ça va bien, toi, Jean-Pierre? Comment ça va? Oui, tout va bien, assez occupé. On a été frappé par les hausses de valeurs foncières la semaine dernière à Québec. Certains me disaient jusqu'à 54 de hausse des quadruplex qui sont passés de 575 000 à 700 000. C'est faramineux. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir des demandes de révision pas mal sur le territoire de la Ville de Québec cette année. Puis, pour les gens, vous avez toujours jusqu'au 30 avril pour déposer vos demandes de contestation. Ça prend des arguments, mais la Ville est allée très, très fort cette année. Ils sont assoiffés de vos taxes, de vos revenus, et évidemment, sans volonté de se nettoyer sur leur gestion. Donc, on fait les frais de ça. Ça affecte directement nos valeurs et notre portefeuille. Donc, il faut réagir, les amis. Bon message. Yes, on commence fort. Yes. Super. Ben, écoutez, bon midi tout le monde. On a des invités de marque à vous présenter dans quelques instants. Et ben, écoutez, avant d'aller plus loin, on vous fait la bienvenue, mais on aimerait aussi, on a l'air beau et fin, là, Jean-Philippe et moi, mais il y a du monde qui travaille derrière pour vous amener ce lunch-là. J'aimerais remercier Mehdi, entre autres, Ariane, Sandra, qui ont préparé le lunch, le live de ce midi, qui en rendent la diffusion possible. Et avant de commencer officiellement avec nos invités, un dernier appel, les amis. On se remet dans un état d'esprit qui nous a tous affectés. Il y a quelques semaines, quelqu'un d'important au club nous a quittés. On apprenait le décès de Lise Lantin, la vice-présidente et la conjointe d'Yvan Cournoyer. Donc, on vous fait un dernier appel pour lui rendre hommage le 14 septembre prochain, samedi, du week-end prochain, de 13h à 17h au salon funéraire Magnus Poirier, 6825 rue Sherbrooke-Est à Montréal. Je pense que ça vaut la peine si Lise et Yvan vous ont apporté quelque chose d'une façon ou d'une autre. Vous avez tissé des liens, bâti des relations, échangé avec eux. C'est une belle façon de rendre hommage là, au passage de Lise dans votre vie et à témoigner vos sympathies à Yvan et ses proches. Donc, j'y serai. Il y a des gens de Québec qui vont y aller aussi, des gens de l'extérieur. On vous invite à vous rendre sur place en grand nombre pour ce dernier hommage. OK, ceci dit, écoutez, on passe au contenu avec nos invités et on vous les présente. Évidemment, comme vous le savez, je sais qu'il y en a, on va y revenir dans les prochaines minutes, de partager l'événement en écrivant go, go, go dans le chat et vous rendez admissible à un de nos 3 tirages. On va vous donner les détails dans les prochaines minutes, mais pour l'instant, on vous présente nos invités. Peut-être certaines, vous avez eu l'occasion de les entendre lors des soirées mensuelles. À Québec, on a eu leur témoignage tout récemment lors de la dernière mensuelle fin août. Ça a été extrêmement apprécié. Des gens de qualité, des gens qui vous montrent qu'on peut faire de l'immobilier, entre guillemets, sans écraser personne. Des gens très respectueux puis qui ont pris une courbe de croissance exponentielle en très peu de temps, mais en faisant bien les choses. Et c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous présentons Ken et Carl Beauchesne qui sont avec nous ce midi. Bon midi, messieurs. Bon midi. Merci Jean-Pierre. Bonjour Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Merci de l'invitation en passant. Là. Bien content de pouvoir répondre aux questions des gens et pouvoir échanger avec vous. Absolument, absolument. Donc, les gens qui les ont déjà entendus ou sinon, si vous avez des questions, rendez-vous dans le chat, écrivez-nous. On va vous lire. On lit tous les commentaires, toutes les questions. Et évidemment, on les transmet à nos invités qui sont 2 frères. Puis peut-être une petite introduction pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas en quelques minutes, les gars, parce que une des choses qui m'avait frappé, c'est que vous avez fait vos coachings style 2016-2017 avec le club, mais ça a pris quelques années. Vous avez analysé beaucoup d'immeubles, je pense autour de 200. Puis à un moment donné, quelque chose s'est passé, puis vous avez déclenché. Voulez-vous nous en parler un petit peu? Oui. Tu commences, Ken? Oui, je peux y aller. En fait, Carl et moi, 2 frères. On est originaires de l'Abitibi-Témiscamingue.
Depuis aussi loin qu'on se rappelle, on avait toujours voulu faire de l'immobilier ensemble depuis qu'on est jeune. Et c'est en 2016 qu'on s'est inscrit au club. On a fait du coaching à Montréal. Et à partir de ce moment-là, on a su qu'on vraiment voulait aller en immobilier à temps plein. Et ça a repris 3 ans entre le coaching et notre premier achat. Là. Entre les deux, là, moi, je suis ingénieur de formation, Carl, lui, est en finance, des gars de chiffres à la base, puis on est resté pris dans la paralysie de l'analyse pendant quasiment 2 ans, là, analyser plus de 200 immeubles, pour finalement, à un moment donné, se dire, il faut passer à l'action, puis c'est là qu'on va voir la différence. C'est en 2019 à Sherbrooke qu'on va avoir acheté notre premier immeuble. Puis c'est à ce moment-là qu'on a découvert un paquet de choses qu'on connaissait mal, dont les loyers les loyers marchands de notre secteur. Et donc là, on est en mesure de mieux voir comment on faisait vraiment un profit à l'achat, parce qu'il faut dire que quand on a acheté notre premier immeuble, on s'est dit, bon, on ne fait pas de profit à l'achat. On tenait à vraiment appliquer les bases que le club nous enseignait, mais on ne voyait pas comment on faisait un profit à l'achat avec notre premier immeuble. On s'en est plus rendu compte quand on a vu le potentiel qu'il y avait dans les immeubles. D'où l'importance de passer à l'action. Puis c'est souvent dans l'action que les opportunités se créent finalement. Cette paralysie analyse-là, pour faire un petit pouce sur ce que Ken dit, en fait, c'est qu'on avait l'outil, le cruncher là, qui nous donne, puis nous, on l'avait même optimisé de notre façon, puis on l'avait grossi, puis on avait ajouté plusieurs variables dedans. Puis quand on faisait nos analyses, il n'y en avait jamais un qui rentrait dedans, puis même pas proche. Fait que là, on se disait tout le temps, c'est un no-go, no-go, no-go. Puis là, à un moment donné, on s'est dit, crime, après 200, c'est-tu nous autres qui ne voient pas quelque chose qu'on doit faire autrement? C'est parce qu'on ne connaissait pas notre marché. Fait que oui, on achetait cher par rapport aux revenus qu'il y avait, mais le potentiel des revenus était énorme. Fait que là, une fois qu'on en a acheté un, c'est là qu'on a découvert le potentiel des revenus. Puis c'est là qu'on se rendait compte que finalement, tout ce qui se vendait dans notre secteur était en bas de la valeur réelle de ce que ça valait. Là. Exact. Compte tenu du potentiel. Compte tenu du potentiel, exactement. Puis un potentiel que vous aviez évalué quand même assez rapide, parce qu'on sait que des fois, on regarde l'âge des baux dans un immeuble, on dit, mon Dieu, les gens sont là depuis 15-20 ans, puis ils ont le droit d'être là, mais ça nous donne peu d'espoir, peu de perspective qu'il y ait un roulement de locataires. Puis au Québec, avec le contrôle des loyers, ça prend ça pour remettre les loyers au marché. On ne vous apprend rien. Mais en fait, aussi, la stratégie qu'on avait, parce qu'en 3 ans, on a quand même eu le temps de faire un peu nos devoirs. Là. Puis ce que nous, on voulait aller chercher, c'était vraiment des jeunes professionnels, des étudiants. T'sais, on sait que Sherbrooke, en ratio par rapport à la population versus le nombre d'étudiants, si je ne me trompe pas, c'est une des villes au Québec où est-ce qu'il y a le plus d'étudiants par habitant dans la ville. Donc, on savait que c'était une grosse clientèle qu'on pouvait aller chercher. Fait que notre premier immeuble, en plus, il était dans le secteur pas loin de l'université. Donc, on savait que on avait regardé les baux, puis c'était tous des gens qui roulaient aux 3-4 ans, justement, qui venaient faire leurs études, terminaient leurs études, quittaient. Fait qu'on le savait qu'il y avait un roulement de 25-30% à chaque année. Fait que on voulait commencer avec ça, puis ça s'est fait quand même rapidement, parce que surtout quand on touche à des étudiants, on sait que quand on offre Internet ou on offre des services supplémentaires comme une thermopompe, l'air climatisé, ces choses-là, c'est souvent des clients potentiels qui sont intéressés par ce genre de service-là. Alors que souvent, si on va vers, puis on n'a rien contre ça, mais vers une personne qui est plus âgée, souvent Internet va dire, j'ai même pas de téléphone, j'ai même pas d'ordinateur pour aller sur Internet. Puis une thermopompe, j'en ai pas besoin, j'ai un petit ventilateur, puis ça fait 25 ans que j'ai ça, puis je suis correct comme ça. Fait que là, c'est difficile parce que lui, il est bien dans ce qu'il a, puis c'est correct avec ça. Sauf que nous, vu qu'on cherchait des immeubles à optimiser, on est allé aussi vers où est-ce qu'il y avait des clientèles qui se logeaient là, qui cherchaient ce genre de service-là, mais aussi qui avaient un certain roulement naturel. Exact. Bon, pour faire du pouce sur ça, le premier immeuble qu'on a acheté, je pense qu'il n'y a aucun locataire qui est parti la première année. On a quand même réussi à créer de mémoire 125 à 200 000 d'équité dans l'immeuble, simplement avec l'ajout de services. On a resté surpris à quel point les gens en voulaient finalement des services additionnels, puis même en leur proposant certains travaux contre des augmentations et tout ça. Et c'est là qu'on s'est vite rendu compte que les étudiants d'aujourd'hui aiment rester dans un beau logement. En tout cas, à Sherbrooke, c'est ce qu'on vit beaucoup. Ils veulent un beau logement, veulent des services, sont prêts à payer pour. Il suffit juste de bien l'amener d'une façon gagnante avec eux, puis ça permet souvent d'avoir des très belles opportunités. Exact. Simplement s'occuper de la clientèle, s'occuper d'eux autres. On achète souvent des immeubles négligés, mauvaise gestion, propriétaire absent, pas de réponse sur les demandes de services. S'occuper d'eux autres, ça crée tout de suite de la valeur, puis ça instaure un climat de confiance, les gars, je pense. Exact. C'est comme un peu n'importe quelle entreprise. Si on offre un bon service, les gens, normalement, vont être prêts à payer pour ce service-là.
Mais je pense aussi, Jean-Pierre, tu as mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. C'est que nous, le modèle qu'on avait, venant tous les deux de l'université, puis c'est très, très formel ce qu'on apprend, l'entreprise, ben, on est arrivé aussi avec un mindset où est-ce qu'on s'est dit, nous, ce qu'on veut faire, si on veut en vivre, on veut bâtir une entreprise. C'est pas juste d'avoir 2-3 triplex la fin de semaine, puis de gérer ça en bon père de famille. Fait qu'on veut mettre des structures, Fait que je pense aussi d'arriver avec ça, puis l'idée de mettre les valeurs, puis de respecter les valeurs, c'est quoi nous qui nous tient à cœur, mais je pense que ça a fait aussi une différence parce que ça a découlé dans notre gestion. Puis tout ça, de fil en aiguille, a fait que les gens aussi ont juste d'apporter, c'est pas grand-chose, là, mais quand tu fais la reconduction, si les gens reconduisent ou non, juste d'apporter un petit sondage. Puis ça n'a pas besoin d'être long, 5-6 questions. Pourquoi tu quittes ou si tu restes, as-tu des irritants? C'est quoi les irritants? Puis souvent, les gens, par eux-mêmes, vont dire, moi, j'aimerais ça que ma salle de bain soit rénovée, puis je suis prêt à payer plus cher. Ah, ben, crime, avoir su. Il ne faut pas penser toujours qu'on est en train de charger les clients. C'est que souvent, ces services-là, ils les veulent. Puis comme, par exemple, par Internet ou une thermopompe, souvent, ils vont peut-être le payer eux-mêmes. Puis vu qu'ils l'achètent à l'unité versus, exemple, dans un 24 logements, tout en achète 24, tu as des prix de gros. Ben lui, il va payer Internet souvent 80-100$ par mois, alors que je peux y offrir à 40-50$. Puis la thermopompe, même chose. Si j'en achète 24, moi, je suis capable d'avoir un prix qui me permet d'y offrir moins cher que souvent, on a vu des locataires qui se payaient leur propre thermopompe, l'installation, puis tout eux-mêmes, alors que c'est même pas à eux l'immeuble. Quand ils partent, il faut qu'ils la laissent là. Fait que c'est un avantage aussi. On voit souvent qu'on vient leur charger quelque chose, mais des fois, on vient leur améliorer leur vie. C'est juste de changer ça de côté, la façon de voir ça. Là. Complètement, bravo. Puis, avant peut-être de regarder avec Jean-Philippe le chat, peut-être un petit mot sur les gens que vous avez relocalisés, mais que vous avez aidés en leur donnant un meilleur milieu de vie, plus approprié selon leurs conditions. Ça m'avait frappé dans votre présentation. Ouais, c'était un des premiers immeubles que je laissais aller, Carl. En fait, c'est dans les premiers immeubles, justement, Ken habitait à Montréal, fait qu'il m'aidait beaucoup à distance. Puis quand c'est devenu un petit peu trop gros, là, il a déménagé à Sherbrooke avec moi. Fait que j'ai beaucoup fait de porte-à-porte, on peut dire, au début. Là. Puis, il n'y a pas de saut métier, comme on dit, parce que j'avais un diplôme universitaire, j'avais une maîtrise, puis c'est moi qui faisais des fois le ménage des espaces communs le soir. J'allais répondre à mes locataires parce que je n'avais pas les moyens de me payer quelqu'un qui le faisait. Fait que, des fois, c'est juste de dire que c'est important de le faire, puis on n'est pas plus haut que personne, on va offrir un bon service. Puis nous, ce qu'on avait fait, justement, dans un immeuble où est-ce qu'on avait acheté, qui était le deuxième immeuble qu'on avait acheté, qu'on a présenté dans notre présentation, c'est un immeuble où il y avait l'ancienne propriétaire avait logé un peu n'importe qui à des prix vraiment dérisoires pour remplir son immeuble. Et il y avait des gens qui avaient beaucoup de problèmes, toxicomanie, il y avait une madame qui arrivait d'un autre pays, qui avait un enfant qui avait une déficience, puis qui ne connaissait pas les ressources. Puis en fait, ce que je peux dire aux gens, c'est connaissez les ressources que dans vos villes. Parce qu'après ça, ça ne paraît pas, mais juste de les mettre, les locataires, en relation, bien, il y a un paquet de locataires qui ont juste quitté, ou qui ont resté, mais qui ont apprécié l'aide qu'on a apportée. Ça a permis de bâtir une bonne relation durable avec ces locataires-là, puis qui comprennent mieux un peu ce qu'on veut faire avec l'immeuble. Parce que dans l'état que l'immeuble était, il n'y a personne qui avait une belle qualité de vie. Fait que là, ben, le fait il y a des gens comme la madame, elle, on l'a référé à un organisme qui aidait justement les nouveaux arrivants. Puis vu qu'elle avait un enfant qui avait une déficience, ben, en jeune âge, ben, il offrait aussi, le gouvernement, il y avait certaines subventions pour ça. Ça a fait en sorte qu'ils l'ont relocalisé dans un logement où il était de meilleure qualité que ce qu'on avait, puis à payer moins cher. Fait que, pour elle, c'était gagnant, mais pour moi, ça me permettait de libérer un logement pour le rénover, puis offrir au prochain locataire un appartement dans des meilleures conditions. Donc, c'était gagnant-gagnant, puis on l'a fait comme ça avec quelqu'un en toxicomanie, on l'a fait juste comme ça avec un monsieur qui souhaitait déménager dans un autre secteur de la ville, qui voulait se relocaliser proche de sa famille, mais il n'y avait juste pas les moyens. Puis quand on a dit, ben, qu'est-ce que vous en pensez si on vous paye le déménagement? J'ai jamais vu quelqu'un d'heureux de même. Fait que, tu sais, ça a été gagnant-gagnant, là, au final. Là. Vous avez été des solutionneurs. Ben exact. Puis Carl, je pense qu'il met le point sur quelque chose qui est important, qui est simple, c'est la communication. Tu sais, quand on achète un immeuble, prenez le temps de rencontrer vos locataires, prenez le temps de leur expliquer c'est quoi votre plan de match avec l'immeuble. Souvent, ce qui cause le plus de frustration, on le voit, c'est quand c'est pas communiqué et que les locataires sont surpris d'un paquet de choses. Prenez le temps de bien communiquer votre plan de match avec l'immeuble. Puis souvent, vous allez aussi apprendre de ces locataires-là qui vont vous dire des choses sur l'immeuble. Vous allez pouvoir même peut-être ajuster votre plan. Donc, vraiment, prendre le temps de prendre le pouls de l'immeuble correctement puis bien communiquer ce que vous allez faire, là, c'est bien important. Bravo. Je me tape sur les doigts parce que vous êtes tellement intéressants, les boys.
Je reviens à nos paramètres selon le plan de match de ce midi. Un rappel concernant le partage de l'événement du Facebook Live en indiquant « Go, go, go ». Et à ce moment-là, vous courez la chance de gagner les prix suivants en participant à notre tirage. Donc, tirage de la formation Indépendance financière grâce à l'immobilier le 5 octobre à Montréal et le 7 décembre à Québec et en virtuel. Ça, c'est le premier prix. Le deuxième prix, deuxième tirage, formation Boost Camp, Go, 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 5-6 octobre à Montréal et 7-8 décembre à Québec et en virtuel également. Notre troisième prix ce midi, 250 $ de rabais sur le programme Elite Coaching Mentorat. Prochain cours, 28 septembre, le cours numéro 2 à Montréal et en virtuel. Et une nouvelle cohorte du côté de Québec en janvier prochain. La date vous sera communiquée sous peu. Donc, voilà. Et on termine, pour ceux qui se joignent à nous, à 12h19. L'événement est toujours disponible en podcast. Vous voulez le réécouter, vous n'avez pas eu le temps, vous avez été distrait ce midi, disponible sur un paquet de plateformes maintenant en podcast avec l'appellation Lunch Immobilier. Vous devriez nous trouver. Donc, voilà, je cède la parole à Jean-Philippe pour voir s'il y a des questions pour nos invités, les frères Beauchesne. Yes. En passant, c'est super intéressant. On partage vraiment les mêmes valeurs, même chose de notre côté aussi. Tour des locataires, apprendre les intentions de chacun, expliquer. Ça rend les choses tellement plus simples. Je sais que Jean-Pierre abonde dans le même sens aussi. Je trouve ça vraiment intéressant. Beau partage de valeurs ici. Je trouve ça intéressant aussi, le fameux blocage qu'on voit beaucoup chez les étudiants. On analyse la fameuse paralysie de l'analyse. Puis il y avait Mathieu, je la bonifierais la question parce que Mathieu, en fait, demande si c'était quoi vos meilleures sources, mais je rajouterais aussi qu'est-ce qui a fait que ça l'a éventuellement, rajouter un peu plus de qu'est-ce qui a brisé la paralysie d'analyse. Fait que la source de transaction, peut-être les premières, puis qu'est-ce qui a fait que ça a vraiment brisé. Je comprends qu'on comprend le marché, mais il y a quelque chose à ajouter parce que je trouve le terrain vraiment intéressant. Oui, mais je peux peut-être commencer avec les sources. Là. Nous autres, il faut dire que 100% des opportunités qu'on a achetées jusqu'à présent, 5 ans plus tard, c'est vraiment avec le mass mailing. Okay. Mais qu'on a adapté en fonction de notre clientèle. On a pris un temps d'analyser vraiment la base de données de Sherbrooke, c'était qui les propriétaires des immeubles multilogements à Sherbrooke, pour ensuite adapter notre lettre et vraiment leur expliquer à ces gens-là qu'est-ce qu'on voulait faire, parce que souvent, on se rend compte que c'est loin d'être simplement une transaction financière. Hein. C'est des gens qui ont des immeubles depuis longtemps. Vendre ces immeubles-là, ça veut dire plus que juste faire de l'argent pour eux. Et donc, de connecter sur une base de valeur. D'ailleurs, notre première transaction, ça a été avec 3 frères qui, eux, ont plusieurs immeubles encore aujourd'hui dans Sherbrooke. C'est vraiment au niveau des valeurs qu'on a connecté puis qu'on a été capable de se comprendre sur ce que nous, on voulait bâtir comme patrimoine et tout ça. Et honnêtement, c'est ce qui a découlé dans plusieurs transactions qu'on a fait. Le fait justement de communiquer, pas juste, oui, on va acheter des immeubles, mais pourquoi on veut le faire, dans quelle optique. Ça nous a beaucoup aidé au niveau de la source des deals. C'est pas intéressant. Je peux rajouter là-dessus, Jean-Philippe, c'est vraiment, on a continué à essayer de se former. Même si on avait terminé en 2016 notre formation au club, puis on voyait des gens autour de nous qui sortaient des gens qui motivaient, puis qui, je disais, on avait écouté aussi une entrevue à l'époque de Frédéric Aubry. Mm-hmm. Puis c'était très motivant de où il était parti à l'âge de comme 18-20 ans. Il a commencé à acheter de l'immobilier. Il est parti d'un milieu modeste. Là, on se disait, comment lui peut faire ça puis qu'on ne pourrait pas le faire parce qu'on vient d'une famille bien ordinaire, de la classe moyenne. Puis on avait été faire nos études, on avait tout ce qu'il fallait, puis on disait on n'en a pas. Fait que le fait aussi de vouloir continuer à se former puis de regarder comment que les gens autour qui réussissent, c'est quoi le vecteur de réussite, bien, ça nous motivait tellement qu'à un moment donné, justement, quand on l'explique dans notre présentation, on s'est dit, ben crime, on va en acheter un, ça ne rentre pas dans notre gabarit, mais crime, on se plantera à la limite, mais il faut tester puis aller au fond du concept parce que là, on maîtrisait beaucoup la théorie, mais on n'avait pas d'expérience dans la pratique. Puis c'est ça, puis je le dis aux auditeurs, aux gens qui nous écoutent, là, ça fait toute la différence de mettre les choses en pratique. C'est le fun de le connaître sur papier, mais tu vois aussi qu'est-ce qui marche bien pour toi, qu'est-ce qui marche moins bien, puis tu vois où est-ce qu'il y a du potentiel, puis sur quoi tu peux mettre tes efforts. Et ça a fait toute la différence pour moi et Ken. C'est ce qui explique pourquoi pendant 3 ans, on n'a rien acheté, puis qu'en 5 ans, on a tout près de 200 portes. Donc, ouais. c'est sûr.
Ben, c'est en forgeron qu'on devient forgeron, hein? C'est un peu ça, hein? Puis, M. Lépine, la première formation que j'avais suivie, je le répète souvent, ça m'avait marqué parce qu'à IMO 101, il avait dit « J'achète un immeuble comme j'achète une pinte de lait ». Ça m'avait, c'était comme 2012, je pense, à l'époque, et ça m'avait frappé. J'ai dit à quel point on devient expert d'un sujet pour que ça devienne aussi simple. Puis on répète, en fait, dans IMO 101, souvent la première transaction est tout le temps la plus difficile. Fait que bravo d'avoir fait le step puis de s'être lancé. Super. Bravo. La même chose, Jean-Philippe, je me rappelle encore de gens qui disaient ça, acheter des immeubles comme des pintes de lait. Et à ce moment-là, ça m'avait aussi marqué. C'est de dire, ben voyons comment ça, lui, est capable d'avoir autant d'opportunités. Puis nous, on n'est pas capable d'en voir une à travers 200 analyses. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Puis vraiment, le pont avec la mise en action, vraiment, là, ça débloque un paquet d'affaires souvent quand on passe à l'action. Exact. Puis vraiment, là, ce qu'on a pu voir dans les derniers marchés, on s'entend que nous, on rentre en 2019. De 2019 à 2024, ça a été un marché qui était vraiment en dents de scie, là. On a connu la pandémie, les taux à zéro, après ça, les taux qui explosent. Un environnement économique qu'on n'a pas vu, mettons, entre 2010 et 2020. C'était plus tranquille, les taux étaient plus stables, c'était des taux très bas, l'argent coûtait pas cher. Mais en fait, j'ai dit ça parce que souvent les gens disent « Ah, puis j'ai plein de gens autour de moi qui voient notre réussite. » Puis autant qu'il y a des gens comme des Fred Aubry ou il y en a plein d'autres, ou des Jacques Lépine qui nous ont inspirés, que on veut inspirer les autres parce que ça a tellement fait une différence dans notre vie qu'on dit si on peut le faire une différence dans la vie d'une seule personne, ben tant mieux. Ça sera notre legs qu'on aura fait et qu'on aura pu aider quelqu'un. Puis, je vois même des amis autour de nous qui ont de la difficulté à passer à l'action. Puis, ils me disent tout le temps comme raison « Ouais, mais les taux sont élevés, c'est pas le temps. » Ouais, mais, fait que, tu sais, moi, je me souviens que Jacques Lépine, j'avais dit, tu sais, j'étais vraiment novice en 2016 quand on a commencé, j'ai dit, tu sais, M. Lépine, c'est quand le meilleur moment pour acheter un immeuble? Puis il m'a dit, c'est hier. Puis le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Parce que, exact. Fait que là, moi, j'avais réfléchi là-dessus, puis on dirait qu'il m'a juste lancé une piste de réflexion. Puis là, je me suis dit, OK, mais à n'importe quel moment, puis il me montrait des opportunités que dans peu importe le marché. Puis souvent, tu sais, moi, vu que je viens du domaine financier, j'avais beaucoup de clients, on faisait du placement privé, tout à l'époque. Et je le voyais, c'est quand ça allait mal, les gens voulaient rentrer, mais c'est là que les opportunités se présentent, c'est là qu'il y a de la volatilité, puis où est-ce qu'on peut saisir vraiment une aubaine. C'est pas quand le marché va bien, parce que tout le monde en veut, puis tout le monde est prêt à vendre cher. Fait que c'est un petit peu ça qui m'avait marqué aussi. Puis juste dire aux gens, à tout moment, c'est le bon moment, il faut juste s'organiser et s'entourer des bonnes personnes autour de nous pour faire des bonnes transactions puis trouver. Des fois, oui, c'est plus dur, mais même en ce moment, on n'a jamais acheté autant d'immeubles depuis que les taux sont élevés. Tu sais, le gros de notre parc immobilier, on l'a acheté avec des taux qui étaient le taux directeur à 5 %. Puis pourtant, il y a 4-5 ans, on ne s'aurait jamais dit ça. On aurait dit, c'est pas le bon timing, on met ça sur hold, puis on attend que les taux redescendent. C'est magnifique. Jean-Pierre, je te donne la parole. Je veux juste rajouter quelque chose là-dessus. Une bonne transaction est indépendante du marché. C'est clair, net et précis. Une bonne transaction est indépendante du marché. Tu peux faire une bonne transaction dans un mauvais marché, puis une mauvaise transaction dans un bon marché. Fait que si je peux au moins vous laisser ce message-là, puis j'adorais, Carl, aussi, qu'est-ce que tu disais. Fait que, Jean-Pierre, je te lance la rondelle. Ben, ta phrase est excellente, JP. Puis encadrez-la, les amis, puis votre lunch est payé, puis votre mois est payé avec le club. Il y a tellement de gens qui attendent un contexte favorable pour investir. C'est-tu le bon moment? C'est-tu le bon temps? Moi, j'attends. Je vous le dis. Puis il y a une phrase aussi qui me frappe de Tony Robbins. Un jour, un jour, je vais faire de quoi? Un jour, je vais acheter. La route vers un jour mène à une ville qui s'appelle nulle part. Exactement. Donc, gardez ça en tête, les amis. Comme on vient de le dire, des opportunités, il y en a tous les jours. Pourquoi? Il y a des vendeurs qui deviennent motivés pour un paquet de raisons dans leur situation personnelle, des problèmes, peu importe, problèmes financiers, des divorces, de la maladie, n'importe quoi. Écœur en titre des locataires parce qu'ils gèrent mal. Fait que là, ils donnent accès, exemple, à leur téléphone. Ils se font appeler jour, soir, nuit, aucune structure, comme on l'enseigne au club. Fait que là, eux autres deviennent excédés par les locataires. Et ils deviennent des vendeurs motivés. Donc, on vient solutionner, on vient soulager leur vie en étant là au bon moment. La question de Karine Gagné, Jean-Philippe, à 12h22. Oui, exact. Ben, en fait, je pense qu'on a établi que vous n'avez pas fait de transaction avec des courtiers. Pas encore, non.
OK, parfait. C'est drôle, je peux faire un petit topo avec Imo, en fait, le premier cours du coaching qu'on avait avant-hier, en fait, samedi à Montréal, où est-ce qu'on disait, vous avez le choix entre la voie difficile et la voie difficile. La voie difficile du hors-marché, en fait, c'est de trouver un vendeur. Une fois qu'on a le vendeur, on a une bonne négociation. Puis la voie difficile qui est en marché. Puis là, ben là, évidemment, il y a plusieurs compétitions. Fait que vous avez choisi ça. Y a-t-il une raison pourquoi ça, on peut aller chercher pour Carium? Il y en a des opportunités sur le marché, même avec les courtiers. Honnêtement, je pense que c'est un concours de circonstances. Là. On avait envoyé des milliers de lettres, puis on a tellement eu de retours que juste avec ça, ça a été vraiment les opportunités qui se sont démarquées des autres. Mais il y a quand même des opportunités à faire avec des courtiers. On travaille avec des courtiers à tous les jours aussi. C'est un concours de circonstances. L'important, c'est de revenir à la base. C'est bien connaître son secteur, bien connaître comment évaluer un immeuble et éventuellement être capable de vraiment connaître la valeur intrinsèque de cet immeuble-là. Puis comme Jean-Philippe dit, peu importe le marché, on va être capable de voir que c'est une aubaine, par le potentiel que l'immeuble a. Donc, encore une fois, c'est de faire ses devoirs, revenir aux bases, être capable de bien calculer les immeubles, bien connaître son secteur, vraiment important. Puis si je peux rajouter quelque chose là-dessus, Ken, ce qu'on a remarqué aussi dans les années, c'est que j'envoie beaucoup des lettres parce que, étant maintenant propriétaire d'immeuble, on en reçoit des lettres. Mais on reçoit des lettres souvent qui sont très transactionnelles. J'en signe en bas de la page, je t'offre un prix. Ça, tu n'auras jamais de retour. Puis si tu en as un, tu as gagné à l'auto. Il n'y en a pas de retour. Nous, c'est vraiment, quand on écrivait une lettre, c'est vraiment d'essayer d'ouvrir une conversation, d'essayer de connaître la personne. Regarde, moi, je suis acheteur. Est-ce que tu es vendeur? Si tu es vendeur, est-ce qu'on peut mieux se connaître? Est-ce que nos intérêts pourraient converger? Puis à ce moment-là, c'est là que tu fais les meilleures transactions. Puis c'est pour ça que Ken, il dit, c'est un concours de circonstances parce qu'on travaille avec plein de courtiers, on en vend des fois des immeubles puis tout ça, puis on se repositionne dans certains secteurs, on en vend avec des courtiers. Fait qu'on n'a pas de problème de travailler avec des courtiers, c'est juste que ce n'est pas arrivé. Puis souvent, la chose qui fait la différence, on dit souvent que la communication, c'est la base de tout. C'est souvent ça. Avec un courtier, qu'est-ce qui est arrivé souvent, c'est que lui, il fait l'intermédiaire entre les deux. Puis des fois, toi, la façon que tu te vends, ben lui, il ne le vendra pas de la même façon face à son client. Et des fois, ça passe mal. Puis là, ça monte en escalade. Puis là, lui, il ne veut pas baisser, il ne veut pas ci. Puis là, finalement, c'est une tempête d'un verre d'eau. Il n'y a rien, puis là, ça ne close pas. Fait que nous, ce qu'on aimait, c'est on va aller prendre un café dans un environnement décontracté, on s'assoit, on apprend à se connaître, on regarde si on peut faire une belle transaction. Puis souvent, ça découlait de là. Puis même ces gens-là, puis quand on essaie de faire quelque chose qui est gagnant-gagnant, pas nécessairement tout le temps tirer la couverte de son bord, bien, ça fait en sorte que maintenant, on se bâtit une réputation. Nous, c'était vraiment en ligne avec nos valeurs. Puis le fait de garder puis de baser nos choses sur ces valeurs-là, bien, ça l'a fait en sorte qu'avec le temps, au début, on envoyait des lettres. Aujourd'hui, on n'en envoie presque plus parce que les gens nous connaissent. Les gens ont parlé de nous dans notre marché. Des fois, on a acheté d'un vendeur qui, lui, nous a référé à son oncle qui, maintenant, aujourd'hui, vend, nous appelle. Fait que, tu sais, la roue est partie. Mais tout ça, c'est parce que tu aurais pu faire plus d'argent sur un deal en tirant la couverte de ton bord, mais tu n'aurais pas eu d'appel. Là, c'est juste de semer des graines, on est jeunes, puis on sait qu'on en a pour 25-30 ans. Fait que faisons les choses bien, en respectant l'autre autant que dans la transaction, qui fait en sorte qu'à un moment donné, ça te revient. C'est peut-être pas cette année, mais il y en a que ça a pris 3 ans, on a eu des retours de ça. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Carl, parce qu'on peut faire du pouce là-dessus sur la dernière transaction qu'on a faite en septembre, en fin août de passé. Puis c'est des acheteurs, c'est des vendeurs qu'on avait déjà acheté leur immeuble dans le passé. Puis là, il y avait un dernier 15 logements à vendre. Puis ça s'est avéré être une opportunité incroyable, un des meilleurs profits à l'achat qu'on va faire dans notre carrière. Mais cette personne-là, elle avait le choix entre nous et un autre acheteur qui la talonnait beaucoup. Puis pourquoi elle est allée avec nous, c'est que quand on a fait la première transaction avec eux, on n'est jamais revenu pour des poignées de porte qui ne fonctionnent pas. Tu sais, faut se mettre aussi dans la peau du vendeur et être capable de comprendre que le jour où vous allez vouloir vendre un immeuble, voulez-vous vraiment que l'acheteur vous revienne avec des menaces parce qu'il y a 2-3 poignées de porte de briser ou des affaires comme ça. Donc, vraiment, d'être capable de se mettre dans le pot du vendeur puis d'avoir des bonnes valeurs dans une transaction, pas vouloir toujours tirer la couverte de son bord. Pour nous, encore une fois, ça fait de la différence. Ils sont revenus vers nous puis c'est nous qui l'avons acheté à cause de ça. Donc, très important aussi. Très bon. Dans la vie, on a raison ou on fait des affaires. C'est bon. Ça, c'est bon. Vous n'auriez pas avoir raison de revenir pour des poignées de porte, mais vous avez décidé de faire des affaires. Ça, c'est une phrase, là, encore une fois, qu'on vous offre ce midi. Moi, elle m'a servi beaucoup. Il faut se parler. Puis, ce que je remarque, les gars, c'est votre vision à plus long terme. C'est de voir plus loin, dire notre réputation est précieuse, on va bien faire les choses parce qu'on voit plus loin. On ne veut pas écraser personne tout de suite. Comme vous dites, on ne veut pas tirer à couverte juste de notre bord.
puis écraser le vendeur, puis aller le saigner. On veut que ce soit gagnant-gagnant, puis que ce soit agréable. Puis, autre point, vous travaillez la relation. Puis ça m'amène à quelque chose qu'on entend souvent au club. Moi, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour ça. Je vais acheter, puis je n'ai pas le temps. Le temps que vous allez mettre à bien faire votre prospection, à cultiver des relations avec des propriétaires qui ne sont pas à vendre, va tellement être payant versus mal acheter, puis faire les premières pages des journaux en voulant mettre le monde dehors parce que là, vous êtes pogné jusque-là avec un mauvais achat, avec une pression immense, des nuits blanches, comment je vais y arriver, parce que vous avez dit, il faut que j'achète. Donc, les boys, vous avez travaillé vraiment un aspect super important, l'aspect humain. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit souvent en début de parcours. Tu sais, on est tellement dans les chiffres et tout ça, on focus un petit peu trop là-dessus, puis on oublie que derrière la brique, c'est l'humain. Tu sais, c'est vraiment, il y a quelqu'un derrière de ça. Puis tout le monde est capable d'être raisonnable et comprendre la réalité des autres. Donc, apportez vos points de négociation, prenez le temps de les expliquer pourquoi ci, pourquoi ça. Puis aussi expliquer aussi à des vendeurs, on le fait souvent. Je comprends que tu veux ce prix-là. Moi, de mon bord, si j'achète ce prix-là, il va falloir que je mette bien trop de pression sur les locataires si je veux une rentabilité minimum. Fait que pour nous, ça peut pas fonctionner. Puis ça arrivait à plusieurs reprises, les vendeurs. Oui, c'est ça, exact. C'est de dire aux vendeurs, est-ce que c'est ça que vous voulez qu'il arrive à votre immeuble? Parce que souvent, ces gens-là, quand tu achètes à quelqu'un qui a 5000 portes, peut-être qu'il ne tient pas à cœur ses immeubles, mais nous, quand on avait analysé notre marché à Sherbrooke, là, comme Ken disait tantôt, là, 80% des propriétaires de multilogements, ils ont 1 ou 2 immeubles. Fait que souvent, ils ont eu ça toute leur vie. Puis pour eux, c'est super important de savoir qu'est-ce qui va se passer avec leur immeuble par après, puis dans le temps. Puis juste, il y a un immeuble qu'on a fait une rénovation complète. Le propriétaire, il repasse. Puis même pendant les travaux, il est passé. Puis on a dit, ben garde, viens visiter. On l'a fait rentrer. On lui a montré qu'est-ce qu'on fait. Puis le gars, on voyait qu'il était ému à la fin parce qu'il disait, crime, il a donné une seconde vie à mon immeuble et à tout ça. Des fois, ça paraît anodin, mais pour lui, il dit crime, je suis vraiment content plutôt que d'avoir vendu un autre qui aurait peut-être repeinturé puis doublé les logements puis laissé ça de même, les fondations craquées, les affaires. Mais non, on a mis le paquet. Oui, on en a moins dans nos poches, mais au moins, c'est gagnant-gagnant. Gagnant avec le vendeur, mais aussi c'est gagnant avec le locataire. On monte les prix, mais de l'autre côté, on en offre plus. Puis les gens qui viennent aussi, ils le voient tout de suite. On a 3-4 locataires qui ont resté dans ces immeubles-là parce qu'on laisse toujours le choix. Puis aujourd'hui, ils nous disent, crime, c'est tellement le fun de juste circuler dans les immeubles. On a mis des caméras de sécurité. Waouh, je me sens plus en sécurité, ma voiture, mes choses à l'extérieur. Tu sais, au lieu de. Les gens peuvent dire, ah, ben là, ils veulent nous surveiller. Non, c'est de la sécurité pour eux aussi. S'il arrive un accrochage dans le stationnement, on est capable de savoir ça vient de où. Les gens sont contents. C'est tous des services que tu ajoutes de plus. Puis au final, tu sais, puis ce qui est important de dire, c'est que là, on vend le beau de l'histoire, là. Mais nous aussi, on en a eu des accords avec des vendeurs, avec des locataires. Ça n'a pas toujours bien été. Mais l'idée, c'est qu'à la fin, d'essayer d'avoir le meilleur dénouement possible. C'est ça qui est important. Puis que tout le monde retrouve à avoir son compte, en fait, à la fin. Puis je dirais qu'à 99,9%, ça a été le cas. Parce que ça prend de l'énergie, mais si on le met l'effort, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à quelque chose. Il faut vraiment que tu tombes sur quelqu'un de complètement déraisonnable pour que ça se termine mal. Parce que souvent, même des fois, quand on a eu des engueulades avec des locataires, des choses comme ça, parce que sur certains points, tu n'es pas d'accord, ben, on leur a fait comprendre notre situation, mais on a aussi essayé de se mettre à leur place. On a trouvé un juste milieu, puis ça a bien fini. Magnifique. Bravo, bravo. Si je peux rajouter quelque chose, j'adore ce que vous dites parce qu'en fait, les gens pensent que quand on fait des affaires en immobilier, on fait une transaction. Mais c'est très, très humain, cette transaction-là. Puis c'est des biens qu'on a eus pendant plusieurs années. Fait que oui, il y a des acheteurs qui sont très, très attachés à leur bâtiment. Puis on le sent. Puis des fois, c'est même plus une question d'argent parce que ça peut être un propriétaire de 100, 200 logements à 70 ans qui n'a pas nécessairement besoin des fonds. Je raconte une mini-anecdote que j'avais faite justement avec une famille qui était très, très attachée. C'est leur père qui avait construit le bâtiment. Puis on sentait l'attachement extrêmement profond à ce bâtiment-là. Je vous donne un truc, si vous êtes sincère, si vous n'êtes pas sincère, ça ne fonctionnera pas. Mais écoute, j'avais arrêté dans un truc de trophée. J'ai fait faire une plaque comme ça ici. L'immeuble Saint-Laurent en l'honneur du père et la famille pour avoir retenu ce bâtiment-là en si bon état. Ça m'a coûté, je pense, 45 $ faire une belle petite plaque comme ça. Je dirais, ça va me faire plaisir de mettre ça dans l'entrée du bâtiment quand on va clore la transaction. Il était en larmes, il était content que ça continue. Mais il faut que vous soyez sincères, faites pas ça en bullshit, ça ne marchera pas. Okay, je veux pas que vous fassiez ça. Là, on était sincères, on avait une condition particulière là-dedans.
Puis on était dans les dernières négociations finales. Est-ce que ça m'a servi? Bien sûr aussi. Ils étaient contents de leur côté. Fait qu'on a fait un bel échange humain du bâtiment. Fait que j'étais très content d'avoir fait ça. Fait que si jamais vous voulez le faire, vous êtes sincère là-dedans, c'est une bonne idée vers des transactions quand les gens sont réellement attachés au bâtiment. Juste un petit quelque chose dans l'ordre d'entrée. Ça va toucher les gens. Très bon truc. Je pense que tu mets le point de quelque chose de vraiment important, Jean-Philippe. Là, être sincère. Souvent, les gens nous demandent comment vous avez fait, comment vous faites. Soyez sincère avec vos propres valeurs, puis éventuellement, ça va découler, puis le monde est petit, les gens se parlent, puis ils vont voir une continuité, que c'est toujours la même chose. Si vous êtes hypocrite ou peu importe, ça va ressortir. Soyez sincère dans ce que vous faites, puis faites-le en ligne avec vos valeurs, puis éventuellement, ça va être payant. Justement, dans notre présentation, on présente c'est quoi nos 4 piliers, nos 4 valeurs. Puis c'est important, il y en a plein qui me disent « Hey, Crime, Moutou, je prendrais ces valeurs-là parce que ça se vend bien. » Oui, mais si tu les transpires pas, si c'est pas toi, ça découlera pas dans l'organisation. Puis à un moment donné, ça se peut que tu fasses une belle transaction, mais ça se poursuivra pas. Il faut que ça soit naturel, que ça soit authentique. Puis je pense que c'est ça. Si, exemple, je ne sais pas moi, l'intégrité, ça ne fait pas partie de tes valeurs ou ce n'est pas la première ou la plus importante, bien, mets-la pas. Mets-en une qui te met de l'avant, pour laquelle c'est facile pour toi de te vendre. Puis que les gens, quand ils pensent à cette valeur-là, ils pensent à toi, puis ils savent que ça s'associe bien. Ou sinon, ça ne marchera pas. J'en vois des gens qui ont « les valeurs, c'est une bonne idée, on va copier. » Ça ne se copie pas. Ça va se ressentir dans le temps. Super. Très bon. Du gros stock ce midi. Puis votre réputation vous suit tout le temps, hein? Puis petite anecdote, parce que ça s'est passé ce matin. Moi, je suis un papa sur le tard d'un petit bonhomme de près de 3 ans. Puis à la garderie où je suis, parmi tous les groupes d'âge, mais j'ai 3 anciens locataires que je croise à tous les jours. Je suis-tu content de les avoir traités correctement? Il y a 6, 7, 8 ans, 10 ans, où est-ce qu'on se salue cordialement, puis salut, comment tu vas, tout ça. Fait qu'on ne sait tellement jamais comment la vie se passe. Puis, effectivement, soyez sincères dans ce que vous faites. Puis, si vous n'êtes pas agréable, devenez agréable comme personne. Intéressez-vous aux gens foncièrement. Et ça va tellement vous permettre d'obtenir une belle croissance puis de bien vous sentir aussi là, comme personne. C'est super important. Donc, le mot de la fin à tour de rôle avec nos invités qui nous ont partagé de belles choses. J'espère que ça vous a touché, nos auditeurs, nos spectateurs chez vous, puis qu'il y a eu des trucs que vous avez ramassés ce midi. Donc, la parole est à vous, messieurs. Oui, en fait, un peu comme on avait terminé dans notre présentation, là, ce qu'on dit aux gens, c'est qu'on est des gens qui viennent d'un milieu bien modeste, on est des gens très humbles, et la seule chose qui peut vous aider à réussir, c'est juste d'être persévérant et surtout de passer à l'action. Si vous le faites, il n'y a pas de raison, selon nous, que ça ne fonctionne pas. Puis je pense qu'on en est la preuve. Puis des gens avant nous ont inspiré, puis on espère en inspirer derrière nous. Puis en espérant que tout... En fait, notre objectif, c'est que tout le monde puisse s'élever, puis avoir une meilleure qualité de vie, puis vivre de ses rêves. Et en terminant, je voulais juste dire, pour l'événement IMO Réseau, c'est sous le thème du financement. Fait que Jacques va venir parler de prêt privé. On va avoir aussi une directrice de compte Desjardins qui va venir nous parler aussi des ajustements des règles CHL, puis des nouveaux retours qu'ils reçoivent là, avec les derniers mois. Là, ils ont soumis plusieurs dossiers et ils ont des retours et des petits trucs qu'ils peuvent ajuster qui fait toute la différence quand on soumet un dossier. Donc, ils vont venir nous parler de ça. Fait que vous êtes les bienvenus là, à venir nous rencontrer là, lors de l'événement du 19 septembre prochain. Puis merci au club là, pour l'invitation. Là. Merci à Jean-Pierre et Jean-Philippe là, pour l'animation. Yes. J'aurais aussi un petit mot à dire pour la fin. Ça découle d'une question qu'on a eue suite à la présentation à Québec la semaine dernière. En fait, il y a quelqu'un qui est venu me voir, puis nous, on expliquait comment, dernièrement, on a réussi à faire un partenariat avec 2 des promoteurs les plus influents de notre région, avec des capacités financières énormes qui vont pouvoir nous aider dans notre croissance. Et la réponse a vraiment surpris la personne, mais je pense que c'est quelque chose qui ne circule peut-être pas assez sur les réseaux immobiliers. La réponse, c'est on leur a montré qu'on a un modèle qui respecte à 100% les règles de fixation du loyer au Québec, avec des rénovations à grand volume, puis avec l'ajout de services. Bien, on est capable de respecter toutes les règles. Donc, c'est vraiment important, si vous lancez en immobilier, d'avoir une conscience par rapport à ça, parce que je pense que ça amène quand même beaucoup de mauvais commentaires sur des propriétaires. Et il y a vraiment façon de bien rénover des immeubles et d'avoir accès à des augmentations décentes avec la grille du tribunal. Puis quand on jumelle ça avec l'ajout de services et la négociation avec les locataires, vraiment, on est capable d'arriver à des résultats, des rendements très appréciables
tout en respectant les règles. Donc, ça en surprend plusieurs, mais ça a été notre façon de vraiment convaincre des gros joueurs d'embarquer avec nous. Donc, vraiment, prenez le temps de bien comprendre les outils, bien comprendre comment la mécanique de fixation au Québec fonctionne. Puis vraiment, il y a façon de travailler avec ces outils-là. Bravo, bravo, super. Jean-Philippe, un dernier mot? Je pense que je vais prendre ce live-là puis on va le faire jouer dans le premier jour du coaching. En fait, on répète ces choses-là sans arrêt. Évidemment, on essaie de véhiculer ça, connaître le secteur, passer à l'action, avoir des bonnes valeurs dans tout ça. Fait que j'aime l'ensemble du live. Mais on dirait des fois c'est moins percutant parce qu'on est en avant, c'est sûr, c'est un coach, c'est différent, mais là, j'aime ça que ça soit répété. À un moment donné, Ken, je pense que tu as dit exactement la séquence de phrases que je dis d'habitude. Connaissez le secteur, c'est quoi l'optimisation qu'on peut faire, passer à l'action. Comme tout ça ici, j'aimerais ça le répéter. En fait, c'est parce que ça me frappe parce que je le répétais samedi dernier, il y a 2 jours, puis c'était vraiment identique à ce que je disais. Fait que, félicitations de l'avoir mis en œuvre, les gars. Félicitations pour les belles valeurs de ce que vous avez fait. Puis continuez, c'est sûr qu'avec une franchise comme ça, une sincérité, puis des valeurs comme ça, ben, vous allez juste exploser jusqu'au niveau que vous voulez vous rendre. Je ne sais pas jusqu'où vous allez vous rendre, mais définitivement sur le bon chemin. Fait que bravo à vous autres. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'animer avec toi. Même chose. Puis Jean-Philippe, tu confirmes qu'on est cohérent au club, que les valeurs se tiennent, que ce soit toi qui enseignes ou n'importe quel coach, nos invités, les gens qui réussissent. C'est super le fun de voir ça. Donc, on n'est pas obligé, encore une fois, d'écraser personne pour réussir. On bonifie la vie des gens. On améliore leur milieu, leur qualité de vie. Au-delà de l'argent, c'est super enrichissant comme personne. Je suis sûr que les gars, vous devez être très fiers. Jean-Philippe aussi, tu as cette philosophie-là de ce qu'on réussit à changer dans le monde avec cette façon de travailler-là, cette méthode-là, cette vision-là. Donc, écoutez, merci à tout le monde qui s'est joint à nous. Merci encore une fois à Mehdi, Ariane, Sandra qui ont rendu l'événement possible. Nos salutations à Yvan, notre président. Encore une fois, les gens qui veulent rendre hommage à Lise, samedi prochain, le 14. Vous avez tous les détails sur la page Facebook du club. Et, écoutez, nous, c'est un rendez-vous le 16 septembre prochain, dans une semaine, lors du 174e épisode, avec Guy Demers et Richard Damour. On va vous parler de la MAPA, on va vous parler de fiscalité avec des spécialistes, encore une fois, à votre portée. L'événement est toujours gratuit. On se revoit mercredi soir lors de notre événement virtuel dès 19h. On sera là avec une brochette d'invités et votre présence qui va rehausser l'événement. Merci à tout le monde de la part de la direction. Faites de bonnes transactions. Merci de nous faire confiance. À très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.